Bonjour tout le monde, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour votre présence. Je remercie également l'ACFO DP pour m'avoir invité sur leur plateforme pour célébrer le mois de février qui est le mois de l'histoire des Noirs. J'espère qu'en cette période de pandémie, vous arrivez à faire la part des choses et à garder le moral pour pouvoir aller au-delà des défis de ce 21e siècle. Nous avons besoin donc de courage, de détermination. Ce sont ces qualités qui nous amènent à organiser des activités dans le cadre de faire des échanges afin de pouvoir contribuer à l'histoire de l'humanité. Je m'appelle Edwige Djepo. C'est avec un grand plaisir que je suis ici aujourd'hui pour célébrer cet événement dont le titre est « Femmes noires, regards multiples ». Bien entendu, cette thématique concerne tout le monde, peu importe la couleur de peau, peu importe les origines, car la richesse de l'humanité est le croisement de la diversité. Alors, je vais commencer par vous dire un peu qui je suis
Je suis née au Bénin et le vent du changement m'a amené vers la France où j'ai passé une trentaine d'années, plus d'une trentaine d'années. J'y ai fait mes études secondaires, mes études universitaires et j'ai enclenché après le pas pour rejoindre les portes de l'enseignement, entre autres, de la formation pour adultes. Et j'ai une expérience à tous les niveaux, collège, lycée, enseignement supérieur. J'ai encadré différents examens et concours, donc une vaste diversité qui n'est qu'un enrichissement de mon parcours. Et aujourd'hui, je suis en France, mais j'ai le regard tourné vers le Canada qui est ma prochaine destination. Donc au passage, je fais un clin d'œil à tous les Canadiens, toutes les Canadiennes et toutes les personnes présentes ici. Et je remercie Monsieur François de nous assister pour le bon déroulement de cette conférence. Donc, pour vous donner un aperçu, je serai amenée à faire mon exposé et à la fin, je pourrai répondre à quelques questions. Cela ne vous empêche pas, si vous avez des commentaires à faire, de les faire. Et après, je vais choisir des questions. Si je n'arrive pas à répondre à toutes les questions, eh bien, par la suite, vous pouvez avoir les réponses. Donc, sans plus tarder, je vous demande d'attacher votre ceinture. Nous allons décoller. Nous allons décoller avec la douceur. Et je vais vous présenter, et au niveau de la diapo suivante. Donc là, on a le titre, Femmes noires, regard multiple, représentation, identité, combat. Donc le sommaire, comme vous le voyez, la problématique. Voilà, ensuite les objectifs, un préambule. Cet atelier a 3 grands axes. La première partie s'intitule La notion de représentation. La deuxième partie, identité et affirmation de soi. Et la troisième partie, défis et combats des femmes noires. Nous allons vers la diapo suivante. La diapo 3, qui nous présente la problématique. Comment affirmer son identité et combattre les préjugés et les discriminations au XXIe siècle. Ce qui veut dire que le long de mon exposé, je serai amenée à aborder des orientations qui vont croiser, donc qui vont répondre à cette problématique. Quels sont les objectifs de cette conférence? Il s'agira d'aller à la rencontre des regards en fonction des contextes socioculturels. Ensuite, comment lutter contre les inégalités que rencontrent les femmes noires dans différents contextes et comment la femme noire peut-elle assumer son identité pour mériter sa place dans un contexte où les noirs sont minoritaires. Ce sont de principaux objectifs qui sont présentés, mais vous verrez au fur et à mesure qu'il y a quelques aspects qui seront dévoilés. À présent, je vais aborder le préambule. Préambule. Compte tenu de l'importance de l'histoire de l'humanité, compte tenu des faits et récits du passé de l'histoire des Noirs, en prenant en considération l'esclavage et ses nombreux ravages qui ont laissé des stigmates inoubliables dans le cœur des Noirs, sans faire de l'humour noir. Vu le contexte dans lequel se passe l'événement pour lequel je suis en face de vous aujourd'hui, étant donné que moi-même je suis une femme et de surcroît noire par mon visage,
ou ma couleur de peau, dit-on. Je transmets, semble-t-il, d'une certaine manière, que vous ou moi en soyons conscients ou non, une représentation, celle de la femme noire. Prenant en considération ces éléments disparates et les éventuelles confusions qui pourraient exister concernant l'image de la femme noire dans la vie sociale, sans pour autant remettre en cause l'esprit des lois, dans une vision séparatiste entre préjugés et réalité, je voudrais donc d'entrée de jeu pointer du regard les femmes noires, regard multiple, en sachant que la thématique elle-même amène à s'interroger sur sa problématique, à laquelle je répondrai de façon philosophique parfois, sans être Platon ni Socrate, mais une simple femme qui ne vient pas d'une caverne, mais d'un pays où je suis née qui s'appelle le Bénin, née après les indépendances, pour venir en France, parfois j'y ai connu souffrance. Je ne suis pas en train d'évoquer le droit, puisque, semble-t-il, je n'ai pas les membranes dans le corps de la justice, étant donné que j'ai un corps de femme noire. Une femme a du tonus dans le ventre. Elle a un ventre dans ses ventricules, d'âme de patience, de recherche, d'organisation et pourquoi pas de représentation. Je suis femme, dont le corps littéraire est rempli de semences d'œuvres en culture, culture de contes, poésie, nouvelles, théâtre, histoire, qui germeront des pépites de roses le long des routes, le long des rivières, avec les oiseaux qui roucoulent, du Bénin vers la France, puis de la France vers le Canada, en esquivant la pagaille de la Covid-19 pour m'ajuster et atterrir au Canada dans quelque temps. J'aime la sensualité de la vie. J'aime la sensualité des vers poétiques. J'aime la diversité culturelle. J'aime la beauté du ciel. J'aime le ciel canadien, avec ces gigantesques glaces qui abritent Indiens, autochtones, blancs et noirs d'hiver, avec ces gigantesques montagnes de culture et de croisades en diversités infinies, dans ces représentations des droits de tous les individus réunis, dont les ombres se faufilent dans l'affiche du mois de l'histoire des Noirs, avec ce clin d'œil à l'Afrique de l'Ouest et à tous les Noirs du Canada. Mais en réalité, ceux-ci dépassent les frontières du Canada pour tendre leur diversité, nos diversités culturelles vers les Noirs du monde. Car les Noirs canadiens qui boivent la soupe canadienne en période de grand froid et de tempêtes tombant tout froides, sur leur peau noire dans le froid, se tartinent les lèvres de sirop d'érable pour construire au Canada des arbres. A-t-on besoin d'un plaidoyer pour ce qui est juste? En principe, non. Mais par principe, oui.
A-t-on besoin d'un plaidoyer pour ce qui est injuste? En principe, oui. Et par principe, oui. Oui, pour un rappel des droits de tous, de toutes, de l'égalité, de la diversité, de l'union. Car le non du oui est un appel à la non-discrimination et pour l'union. Le oui est donc pour recadrer les dégâts inacceptables de la discrimination. Oui, pour expulser les effets néfastes du racisme qui sont des ganglions. Oui, pour veiller à la lucidité, au respect, à la bonne application des lois. Car sans foi ni loi ne pourra s'abriter au Canada sous ces toits. Immigrer au Canada est faire preuve de foi pour rejoindre le grand froid, même si cela peut ressembler parfois à des risques en frissant dans le froid. Pourtant, cela dépend de ma foi. Rendons donc hommage au gouvernement canadien pour l'instauration du mois de l'histoire des Noirs, dont le thème est « L'avenir, c'est maintenant ». L'avenir, c'est maintenant. L'avenir, c'est maintenant. Nous en sommes tous convaincus, tous ensemble, blancs et noirs. Préambule, préambule, préambule. Il s'agira donc, par rapport à notre thématique d'aujourd'hui, femmes noires, regards multiples, représentation, identité, combat, de commencer d'abord par en dégager les contours, pour ensuite clarifier les liens possibles avec la notion de représentation, d'identité, et enfin de s'intéresser au combat pour l'affirmation de soi. Alors, quand on dit femmes noires, regards multiples, s'agit-il de femmes noires qui ont des regards multiples ou s'agit-il de femmes noires qui sont l'objet de regards multiples? Je laisse à votre libre appréciation afin de vous permettre d'en percevoir les multiples questionnements selon vos propres regards. Néanmoins, si vous le permettez, pour vous suggérer des pistes. Quelle a été votre première impression, pensée, dès que je suis apparue sur la plateforme pour démarrer cette séance? Est-ce que vous m'aviez vue comme une conférencière, parmi tant d'autres, ou comme une femme, ou comme une noire? C'est cela la représentation, ou du moins les prémices de la pensée et du jugement. Je crois que chacun pourra trouver la meilleure solution au fond de lui-même et cela peut aider à se positionner sur l'échelle de la représentation. Parce que cela repose, est-ce que la représentation repose sur des présupposés ou plutôt sur des préjugés ou plutôt sur des repères sociaux ou encore sur des connaissances? Ça, c'est une question fondamentale qui nous amène vers la culture, l'ouverture d'esprit, l'inclusion et bien sûr à l'introspection pour pouvoir nous positionner, je dirais, dans la bonne position, celle de la connaissance et non de la méconnaissance, celle de l'égalité et non du complexe de supériorité. Donc cela dépend de notre regard. Je ne sais pas si vous aviez lu les lettres persanes de Montesquieu. Cela en témoigne. C'était un passage de l'histoire de deux Persans qui découvrent Paris et le regard des Parisiens curieux de voir des passants. Et la question c'était comment peut-on être persan? Vous voyez? Donc aujourd'hui, au XXIe siècle, avec l'évolution de la technologie, il y a tout de même des situations
surprenante. Et je pourrais dire, comment peut-on être noir? Un passage de la littérature au service de la vie, Wanae, la fleur métamorphosée et sa mémoire extraordinaire, publié en 2020, dont je suis l'auteur, présente une jeune héroïne qui s'appelle Wanae. Wanae est une fillette qui part à la découverte de la vie. Et dans sa quête, elle fera plusieurs rencontres. Elle verra des personnages de différentes espèces. Je vous montre à peu près ce que c'est la littérature au service de la vie, Wanae, la fleur métamorphosée et sa mémoire extraordinaire. Elle n'a pas conscience de ce qu'est la couleur de peau. Et elle va vivre des péripéties qui amènent chaque lectrice et chaque lecteur à réfléchir. Je vous invite à découvrir Wanae, la fleur métamorphosée et sa mémoire extraordinaire. Toujours dans la continuité de la notion de représentation, j'aimerais aller à la diapo 5, la diapo suivante, qui est la 5, voilà, qui nous montre de belles images. Nous avons deux images. Je les nomme ainsi, bien qu'elles soient symboliques. Donc, à gauche, on a celle du mois de l'histoire des Noirs et à droite, le drapeau canadien. Alors, comme on peut le constater, ces deux images sont symboliques et transmettent un message. Quand on les regarde ensemble, on constate qu'il y a une relation très importante et qu'il y a des messages. Vous savez, la force de l'image en linguistique, l'image, elle est connative. Elle permet d'avoir des interprétations différentes en fonction de plusieurs critères. J'ai regardé les images et j'ai trouvé ça très bien fait. Alors, je vais commencer par le drapeau canadien, donc, qui est une source de référence pour l'affiche du mois de l'histoire des Noirs. Et comme vous le voyez, on peut dire qu'on a une structure identique, c'est-à-dire la feuille d'érable qui sert d'appui, donc pour le drapeau canadien. Et on voit qu'il y a la diversité, les deux couleurs principales. Et quand on regarde l'affiche qui est intitulée « L'avenir, c'est maintenant », c'est comme un slogan. Et vous voyez que l'arrière-plan, il y a un fond noir. Et ce fond noir fait référence au noir, si on peut le dire. En haut à droite, il y a un rappel du pays Canada. Je me suis amusée à regarder de plus près l'affiche et la première fois que je l'ai vue, j'avais l'impression qu'elle ressemblait à un personnage qui était debout et que le milieu où c'est écrit l'avenir c'est maintenant ressemblait comme à un bassin qu'on pouvait tenir, comme un bouquet de fleurs. Et le haut, au milieu, je pouvais dire que c'était le tronc, la tête d'un personnage avec les bras ouverts. Et en bas, il y a des pieds. Donc, il y a plusieurs personnages qui se retrouvent. Je l'ai ressenti comme ça, c'est subjectif. Maintenant, si je dois faire une analyse plus objective, vous allez voir que l'image présente des couleurs, plusieurs couleurs qui représentent la diversité. Il y a des formes régulières qui renvoient évidemment à la feuille d'érable, au drapeau canadien à droite. Et nous avons une harmonie des couleurs, c'est-à-dire qu'au milieu, on a chaque fois le jaune. Et c'est toujours très régulier. Et après, j'ai constaté que le texte, on peut le lire de différentes manières. L'avenir, c'est maintenant. Alors, quand on regarde bien, c'est peut-être parce que j'ai l'habitude d'écrire, de faire des jeux de mots. J'ai constaté que le M, vous voyez, il a une forme qui ressemble à un genre d'entrée avec des portes. Et le A
fait la moitié du M. Et ce A est positionné sur le A qui précède de l'avenir. Donc, je peux lire le L apostrophe avec le deuxième A de la deuxième ligne. Là est remonté l'avenir et je retrouve cette régularité. Alors, sans plus tarder, je voudrais aller sur le site du patrimoine du Canada. On va cliquer sur le lien. Ah, ça ne marche pas? En cliquant sur le lien. Ah, ça fonctionne pas. D'accord. Bon, donc je vais faire un bref résumé. Ce que je voulais faire ressortir, c'est que à travers cette image, ils ont utilisé des symboles qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, du Ghana, et chaque dessin qui se retrouve à l'intérieur, vous le voyez peut-être pas bien, a des significations. Par exemple, ça peut être la force, l'endurance, le courage, etc. Ça met en avant des qualités. Donc, le message principal est que les Noirs ont contribué à l'histoire du Canada dans tous les domaines de la vie. Donc, je vous invite à aller découvrir après le site du patrimoine du Canada. Très bien. Merci. Alors, quelle est la représentation? La représentation, elle est très simple parce que vous voyez, il y a le fond qui est noir. Cela veut dire que tous ensemble, bien que ce soit une célébration du mois de l'histoire des Noirs, c'est la préoccupation de tous. C'est-à-dire, tous ensemble, on retrouve cette unité-là, cette liberté qui se retrouve dans le drapeau canadien. Alors, nous allons vers la diapo suivante qui nous présente la première partie. Toujours, nous sommes donc dans la notion de représentation. Être femme noire dans différents contextes. Le premier, en situation non minoritaire. Dans un deuxième temps, être femme dans différents contextes en situation minoritaire. Et il y a un troisième temps, je vais aborder les préjugés et les interprétations. La question qui ressort en premier, est-ce que une femme noire qui se trouve dans un contexte de situation non minoritaire vit les mêmes réalités qu'une qui se trouve dans une situation minoritaire? Alors, le contexte influence-t-il la représentation? Alors, une femme noire qui est dans une situation non minoritaire, exemple, en Afrique, donc il y aura plus de noirs, cela veut dire que cette femme-là ne va pas faire face au racisme. Elle va faire face à d'autres types de discrimination. Par exemple, se positionner par rapport aux hommes pour avoir sa place, faire plus de combats pour des actions politiques, pour représenter les femmes. Les occupants ne sont pas trouve dans ce contexte n'est pas censé comprendre ou vivre des autres femmes qui se trouvent, par exemple, en France ou au Canada. Voilà. Donc, relation non minoritaire, je dirais qu'il y a d'autres préoccupations. Cela n'empêche que les intellectuels, il y a des personnes sur le continent africain qui sont conscients, puisque les gens voyagent, les gens donc découvrent d'autres, les gens lisent, ils se cultivent. Il y a des intellectuels donc qui suivent l'évolution des choses à distance. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que la représentation va dépendre du contexte dans lequel on se trouve. Je suis actuellement en France. La représentation quand je serai au Canada ne sera pas forcément la même. Une femme noire qui se trouve dans une situation, donc c'est d'abord la représentation
féminine. Voilà, arriver à affirmer son identité en tant que femme. Et justement, dans ce genre de situation, on va voir que avec l'histoire de l'humanité, il y a des générations qui se suivent. Donc, les générations vont transmettre leur mode de vie, leur culture, leur façon de faire, qui vont faire que, quel que soit l'endroit où la femme elle est, elle se menée à faire, à faire des combats pour assurer, avoir sa place. Mais ce ne sera pas une remise en cause de sa couleur de peau. Ça, c'est très important. Et qui seront beaucoup plus occupés dans un premier temps des revendications économiques ou autres dans un contexte ou politique par rapport à la liberté. Et par exemple, les Noirs qui se trouvent en France, au Canada, ce premier combat, c'est de pouvoir s'affirmer en tant que de ne pas subir des discriminations. C'est là la nuance au niveau de la représentation. Donc, j'ai abordé d'une certaine manière, à partir du point, j'ai parlé de la situation minoritaire. Je suis arrivée vers les femmes en situation minoritaire, mais important, qui est, je veux dire, l'un des points importants de cette conférence. Parce que être en situation minoritaire veut dire qu'on vit des situations. Et ce n'est pas facile. Je vais m'appuyer sur un exemple très rapidement, qui est un cas personnel. Je suis arrivée en France, j'ai démarré la classe donc de seconde au lycée. Et la deuxième année, j'étais dans un lycée en région parisienne. J'étais passionnée, j'ai toujours été passionnée par le droit. Quand j'ai quitté le Bénin après l'assassinat d'un ministre de l'Intérieur. Voilà. Donc, le droit, l'équité sont des points culminants. Pour moi, j'excellais en droit, en cours de droit, au point où mon professeur m'avait conseillé, après l'obtention de mon baccalauréat, de m'inscrire à l'université à la faculté de droit. Un jour, il nous a donné un arrêt de la Cour de cassation et j'étais tellement passionnée que j'ai toujours mes arrêts. J'aimais particulièrement l'arrêt de la cassation. Et ce week-end-là, précisément, j'y ai travaillé. Je suis très complexe. J'y ai travaillé le samedi, toute la journée et le dimanche. Et j'ai moi technique pour aider à décortiquer le texte, puisqu'en droit, les phrases sont très longues. Vous voyez? Donc, je me suis amusée, j'ai isolé les connecteurs. Après, j'ai essayé de regarder qu'il y avait après pour séparer les aspects juridiques, les lois, ainsi de suite, pour ma reformulation. Me voici donc en classe, le professeur récupère les copies, il part chez lui, le cours suivant, il arrive, et avec toutes les copies, il se met de la classe et il dit, le devoir que je vous ai donné est complexe. Je ne prendrai pas en compte ce travail, car personne n'a su le faire à part une seule personne. Et en retour, moi, il m'a dit, mademoiselle, ce n'est pas la peine de faire le devoir grand frère. Waouh! Moi qui avais mis tout mon amour à faire mon travail. Et je lui ai dit, monsieur, c'est moi qui ai fait le travail. Il m'a dit, c'est impossible. Votre écriture est trop technique. Et il rajoute, même moi qui suis professeur, quand j'avais lu l'article, le texte, je n'avais pas bien cerné la situation. Il a fallu lire votre copie, mademoiselle Tchepo, pour comprendre que je m'étais trompée. Donc, ne dites pas que ce travail est vous. Et l'histoire n'est pas arrêtée là. Donc, humilier le monde. À l'approche de calcul des notes, des moyennes de classe,
J'étais en train de travailler à la bibliothèque. Il est venu me voir, il m'a fait appel. Je suis allée le voir. Il m'a dit, Mademoiselle Tchepo, votre moyenne en droit est élevée. Donc, je vais baisser votre moyenne de 3 points. Et il me remet une note avec, mais il avait baissé ma moyenne. Je trouvais que c'était excellent. Cette histoire, j'ai oublié et j'en ai tenu en tant qu'enseignante quand je suis. Mais la question que je m'étais posée à ce moment-là, je me disais, il avait affaire à une fille noire. C'était ma deuxième année en France. Donc, il avait des préjugés, peut-être. Pour lui, je n'étais pas en mesure de ce travail. Alors que moi, j'ai grandi avec un père qui était professeur de latin, histoire, géographie. Et moi, j'aurais les livres. Je pouvais lire un livre par semaine. J'avais à peine 9 ans. Et ça a été comme ça toute ma vie. Aujourd'hui, en tant qu'écrivaine, je peux écrire un livre de 100 pages en une semaine. Donc voilà un peu la représentation de la femme noire. Quand on fait face à ce genre de situation, ce n'est pas facile et on continue toujours d'y faire face. Et je crois qu'à ce niveau, dans la troisième partie, qu'il y aura un travail à faire pour l'ensemble de la communauté. Et j'espère bien contribuer quand je serai au Canada. Très bien, nous allons à la diapo suivante. S'il vous plaît, François, voilà. Donc, on a une image de femmes noires dans différents contextes, en situation non minorité avec le sourire. Elles sont toutes heureuses, toutes épanouies. On va voir la diapo suivante. Voilà, en situation minoritaire. Vous voyez déjà que l'image en elle-même est excessive. On ne retrouve pas le même sourire. Bon, ça c'est un exemple, hein. Ce n'est pas une idée. Un exemple juste pour montrer. Voilà, je l'ai choisi pour faire ressortir le contraste. Très bien. On pourra aller à la diapo suivante. Voilà, les préjugés et les interprétations. Alors là, je me suis amusée à écrire des phrases pour qu'à partir de ces phrases-là, qu'on voit. Alors, il y a 4 phrases. Première, on dit « Une femme regarde Pierre ». La deuxième, « Une femme noire regarde Pierre ». La troisième, Pierre regarde une femme. Et la quatrième, Pierre regarde une femme noire. Alors, la question se pose. La première phrase, on dit une femme regarde Pierre. Donc, on se dit, bon, une femme regarde Pierre. OK? Quand on dit une femme regarde, on se dit qu'on est dans un contexte particulier et qu'on veut mettre l'attention. Et cela peut laisser penser à des préjugés. Pour dire que cette femme qui est noire. Donc, on peut se dire que Pierre est blanc. Vous voyez un peu les mots ont leur connotation. Pierre regarde une femme. Déjà, quand on prend la première phrase et la troisième phrase, il y a une nuance. Parce que du point de vue social, dans certaines situations, les hommes ont des privilèges que les femmes n'ont pas. Donc, il y a des inégalités. Quand on dit de façon générale que Pierre regarde une femme, on va voir, c'est normal quasiment un homme qui regarde une femme. Si on dit une femme regarde un homme, on peut dire elle est légère. Vous voyez? Donc, être femme déjà, il y a un combat. Et à côté, quand on est noir dans une situation où on est minoritaire, c'est-à-dire qu'il y a moins de gens de couleur de peau, on le dit, eh bien là, il y a un autre travail à faire. J'avais noté à la salle des profs, 2 collègues parlent. Le premier dit, est-ce que tu connais l'étudiante X? Deuxième prof qui répond, non, je ne vois pas trop qui c'est. Et l'autre, elle dit, c'est une blague. Alors, quelles sont les représentations? Je ne sais pas, je vous laisse deviner. Alors, ah bon?
C'est curieux. Bon. D'accord, ok. D'accord. Très bien. Alors, nous allons aller vers la diapo 10 sur la partie 2, identité. Voilà, la diapo 10. Pardon. Je crois que j'avais... Ah, c'était la suivante. OK. Alors, c'est la situation... Oui, oui, tout à fait. La diapo 10. C'est bien la 10, hein? Alors, un contexte historique. Oui, c'est ça. Un contexte historique. Celui des Amazones d'Abomey. Alors, pourquoi j'ai pris cet exemple? Mon père vient d'Abomey, donc dans le système patriarcal, je suis d'Abomey en partie, quoique j'ai d'autres pays que je revendique. Donc, qui étaient les Amazones? Les Amazones, c'était des femmes qui étaient préparées pour faire la guerre. Et à Abomey, il y avait donc un système royal, et c'était des femmes qui étaient vraiment entraînées pour être farouches, pour être de vives guerrières. Voilà. Donc, ce n'étaient pas les hommes qui représentaient, c'était les femmes qui devaient aller au combat. Ouais, donc la représentation de la femme dans une société traditionnelle, dite traditionnelle, était telle qu'elles avaient quand même une certaine prestance, elles avaient une place très importante. Alors qu'aujourd'hui, dans certaines sociétés dites modernes, on retrouve une certaine discrimination vis-à-vis de la femme. Donc ça va être le premier point. Le deuxième point, présent, femme noire et discrimination. Et le troisième, identité et affirmation de soi. Alors, pour illustrer les Amazones d'Abomey au XVIIIe siècle, je vais vous lire un poème que j'ai écrit pour faire ressortir leur bravoure, leur force, leur courage. Je commence la lecture. Les Amazones d'Abomey. Femmes guerrières, femmes braves, dans votre bravoure et son courroux, dans vos corps en double de femmes et d'hommes, vous êtes des boucliers du roi Agadja par vos actions en puissance et vos sentiments si puissants. Vos corps raides, dans leur allure fière, sont bien sans fièvre en temps de guerre. Vos corps raides marchent au rythme des épées qui crèvent, communion de glaive, communion. Femmes formées pour protéger, forgées pour gagner, fabriquées pour dominer. Combat de femmes, combat de guerrières, rencontre de glaives, rage de détruire. Bataillon d'ennemis, fièvre de survivre. Quand une femme en furie décide de détruire, il faudrait 60 000 hommes réunis pour la combattre. Mais quand amoureuse décide de bâtir, elle est en mesure de construire 1 million d'hommes. Fin de
Il est extrait, avant la diapo suivante, il est extrait la diapo, voilà, la diapo suivante montre les Amazones d'Abomey, comme vous le voyez, voilà. Et on va à la diapo suivante, s'il te plaît François, voilà, c'est le livre doit être le texte que j'ai lu. Très bien, on va continuer avec ce passé de l'histoire. Vous savez que l'Afrique a connu l'esclavage pendant un certain temps. On peut aller à la diapo suivante. Voilà. Femmes noires et discrimination. Alors, le passé est la question que le passé influence beaucoup le présent. C'est-à-dire que les histoires d'esclavage, les images, les préjugés, les images que les gens se font des Noirs, ce qui est enseigné à travers l'histoire, à travers les médias, est-ce que cela peut être un élément qui fait que la Noire constamment se trouve en dehors du continent africain, quelque part. Et le les distractions existent. Sans doute moins encore au Canada, d'après les témoignages, qu'ailleurs. Alors, c'est de comprendre pourquoi il y a ce genre de discrimination. Il y a déjà le fait d'être des femmes et ensuite par rapport aux préjugés. Vous savez, il y a l'ignorance, il y a des préjugés, il y a des gens qui entrent dans le mimétisme ou qui ont tendance par rapport à l'histoire, à ce qu'ils voient, mettre des, comment dirais-je, des pensées dévalorisantes. Voilà. Le but de cette conférence est de comprendre aux gens qu'une forme d'intelligence est toujours d'aller vers les autres pour les découvrir. Lorsqu'on vit dans la peur et les préjugés, c'est parce qu'au fond de soi, il y a un peu un manque d'amour quelque part. Et je pense que nous allons faire ce travail-là ensemble. Cette conférence, elle est ouverte à tout le monde. Et j'espère que nous serons en mesure, et il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas, de mettre en place des travaux pour faire avancer je dis l'humanité, puisque il faudrait que tous ensemble, nous puissions nous tenir blancs et noirs pour pouvoir avancer. On peut aller vers la diapo suivante. Identité et affirmation de soi. J'ai pris cette image parce que c'est une petite fille qui va grandir et sera une femme. Il y a aussi l'affirmation de soi à travers les cheveux, à travers les vêtements, à travers beaucoup de choses. Voilà. Donc, je crois qu'il est important d'être soi-même. Mais il y a une question fondamentale qui se pose. Comment la femme noire peut-elle assumer son identité pour mériter sa place dans un contexte où les Noirs sont minoritaires? Quelles sont les actions à mettre en place? Voilà. Donc, moi, je crois que ça, c'est un élément fondamental. Prendre conscience de ce que l'on est, de sa culture, comme le faisait ressortir Cheikh Anta Diop, cet historien sénégalais qui est mort en 1986. Il est très important que les valeurs transmises permettent à la jeunesse de prendre conscience qu'il est. Et nous verrons dans la troisième partie, bien entendu, d'autres éléments que j'ai pointés
et qui me paraissent essentielles pour l'affirmation de soi. Je vais de ce pas vers la diapo suivante. Alors, c'est la partie 3 intitulée Défis et combats des femmes noires. Il y a 2 sous-parties. La première, les obstacles, défis à relever, et 2, actions et combats réalisés. Comme vous pouvez le constater, je ne me suis pas focalisée sur le passé. J'aime les actions. Et je crois qu'au cours du mois de février, on a eu beaucoup d'intentions qui ont rappelé l'histoire des Noirs du Canada. Et là, je crois que là, il fallait que plus l'accent sur les défis et combats des femmes noires de façon générale, que ce soit en France, en Italie, en Allemagne ou au Canada, puisqu'il y a une certaine réalité qui se retrouve. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que le Canada célèbre le mois de l'histoire des Noirs. C'est pas seulement le Canada, puisque ces personnes, ces femmes noires ou ces hommes viennent de différents pays d'Afrique, du monde. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Comment un événement qui est national va prendre une certaine ampleur. Il revient donc de s'interroger sur les défis. Quels sont les défis à relever? Quels sont les obstacles? Permettez-moi de le dire, vous m'excuserez. Dans le contexte où je suis, j'entends souvent, quelquefois les gens dire que les filles noires sont frivoles, elles sont faciles. Et ça, ce sont des préjugés insultantes. Et ça, il y a un travail à faire sur les mentalités, et parce que ce genre de propos est discriminatoire, c'est du racisme. On ne peut pas dire ce genre de choses, mais pourtant vous entendez ça souvent. Et si bien que dans certaines circonstances, on est heurté soi-même. Au cours de cette conférence, évoquer des expériences personnelles, mais je crois qu'il y a un gros travail, il y a des obstacles. Quels sont les défis à relever? Il faut non seulement affirmer sa place en tant que femme, mais il faut prendre conscience qu'il y a une certaine représentation. C'est ça, parce que je dirais malheureusement ou heureusement, quand on agit à côté d'une personne qui ne connaît pas, par exemple, le milieu des Noirs, ben, cette personne-là, tout de suite, se fait des idées. Et c'est là où on peut, ce qu'on fait. Moi, j'ai pris conscience un jour, mais j'ai été stupéfaite. Je travaillais dans une école. La directrice, je suis arrivée en année. Les étudiantes étaient très inquiètes. C'était une école de filles d'esthétique. Et il s'est fait que ben, j'ai remonté le niveau de la classe en très peu de temps. Figurez-vous que quelques temps plus tard, quelques mois, juste à peine 2 ou 3 mois après mon arrivée dans cet établissement, elle avait besoin d'un enseignant dans une discipline. La directrice avait reçu plusieurs candidatures. Donc, moi, je n'étais pas informée. Que s'est-il passé? Je suis sortie un jour et elle me dit, vous savez, Madame Tchepo, j'ai passé une annonce, j'ai eu beaucoup de candidatures, mais j'ai choisi une béninoise. Elle m'a dit, vous faites vraiment du bon travail, vous êtes rigoureuse. Et dans la liste, il y avait une béninoise, et bien c'est elle que j'ai recrutée. Et à ce moment-là, j'étais restée vraiment perplexe. Et j'ai pris conscience de ce qu'est la représentation. Et je m'étais dit, ce jour-là, eh bien, si j'avais mal fait mon travail, alors, qu'allait-il se passer? Vous voyez? Donc, c'est là où, consciemment ou inconsciemment, nous représentons les autres. Malheureusement ou heureusement. Voilà. Et donc, il est important d'en tenir compte et de mettre des actions en place. Mais quelles sont les situations et pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles les femmes font ce genre de discrimination? Quelles sont les actions et combats à réaliser? Les actions et combats à réaliser, c'est ma deuxième sous-partie de la partie 3. On pourra changer de peau. Voilà, les
les obstacles au niveau professionnel, et même dans la vie, dans les relations, et dans les traitements. Ça peut être aussi dans l'espace local, hein, et dans d'autres domaines de la vie quotidienne. C'est fréquent. C'est fréquent. J'ai expérience et j'ai entendu beaucoup de choses autour de moi. Je crois qu'il va falloir faire un travail, par exemple, pour relever les défis, faire un répertoire par rapport aux défis à relever, des questionnements issus de situations concrètes vécues. Quelles sont les actions et combats à réaliser? À mon humble avis, je n'ai pas une liste exhaustive, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait des réflexions autour d'actions possibles pour lutter contre les discriminations à différents niveaux. Un, au niveau du système. Au niveau du système, je suis à la pause suivante aux 2 actions et combats à réaliser. S'il vous plaît, bonsoir. Voilà. Actions et départ et combats à réaliser. Donc, au niveau du système, c'est-à-dire que là, déjà, il y a des lois, mais il faut veiller à leurs applications. Parce qu'à l'intérieur même d'un système, c'est là où la discrimination n'est pas évidente, parce que ce n'est pas comme une maladie qui a des symptômes, où on peut voir, par exemple, le cas de la rougeole. Vous voyez, là, le racisme, la personne qui est raciste, qui ne supporte pas les autres, elle va agir dans le silence. Elle va empêcher d'autres d'avancer. C'est là où il y a le nœud du problème. Au niveau du système, je pense qu'il faut en place des cellules de contrôle, de vérification, d'accompagnement. Il faudrait créer des cellules d'écoute. Et moi, j'ai pensé également à un numéro, et ça, je n'ai pas pu vérifier si ça existe au Canada. Je sais qu'il y a le 911 par exemple. Pourquoi ne pas créer un numéro qui permettrait de réagir très rapidement pour les personnes en difficulté ou bien pour les conseiller, pour les orienter, si ces personnes-là se trouvent dans des situations de discrimination. Et comme je dis, il faut créer un répertoire de questions. Et je pense qu'au niveau linguistique, on peut le faire. Quand on prend une situation, par exemple dans un laboratoire, c'est ce que font les scientifiques. Quand on prend une situation, on pose des questions. Donc, on va faire des expériences pour pouvoir dégager des hypothèses et des conclusions. Voilà. Donc, on peut prendre une situation, il y en a eu beaucoup, hein, que ce soit une situation dans un système éducatif ou dans la vie professionnelle. À partir de ça, on peut poser des questions, ce qui permettra, avec le temps, de créer des archives, des livres qu'on pourrait consulter et qui aideraient à retenir des signes. Ce n'est pas toujours visible. Hein, vous pouvez aller à un entretien et on va vous dire, dès que la personne vous voit, elle pâlit et elle bredouille et elle va vous dire, bon, au final, on a déjà recruté quelqu'un et quelques temps après, 3 jours plus tard, on revoit la même annonce. Vous voyez? Donc, je pense que ce sont des actions qu'il faudra mettre en place et puis sensibiliser également chaque personne, que chacun sache qu'il est une représentation quelque part. Et nous avons tous ensemble cette responsabilité. De même que ce n'est pas le combat des Noirs, le combat de tout le monde. Et je trouve adorable qu'on soit amené à des interventions par rapport à ce genre de choses, mais il faut le faire. C'est important. Pour nos rêves, nous sommes amenés à faire des actes. Il faut donc qu'il y ait une représentation plus importante des figures féminines. Les femmes doivent être également plus actives, les sensibiliser aussi. Je sais qu'au Canada, j'ai regardé un peu. Au Canada, il y a déjà quand même pas mal de femmes. Et puis, le climat est plus propice qu'ailleurs. Donc, je vais pouvoir continuer au niveau de la jeunesse et mettre des réflexions, les étudier et voir comment on va faire ces travaux-là, mais de façon pragmatique. Il faut qu'on reste trop dans la théorie.
Donc, il faudra réfléchir à l'organisation. Il faut créer des supports consultables pour les jeunes, comme je l'ai dit. Je pense qu'il faut également des bureaux de plainte parce que vous avez des circonstances dans lesquelles vous pouvez avoir un groupe qui est bien et il suffit qu'il y ait une personne qui ait une responsabilité et qui fait la discrimination et puis là, il y aura un déséquilibre à certains niveaux. Donc, on va passer à la diapo suivante. Voilà, pardon, on revient en arrière. On revient en arrière, s'il vous plaît. On revient à la diapo précédente. Voilà, donc ce que je voudrais dire par rapport à cette thématique de femmes noires, regards multiples, il faudrait qu'on le comprenne de différentes manières. Les regards multiples veut dire également que nous faisons un clin d'œil aux autres, les Indiens, les Blancs, tout le monde, que nous puissions comme des femmes. On ne choisit personne par la couleur de peau, on ne choisit personne par son caractère, la personnalité, la richesse intérieure. Voilà. Donc, je demande aux femmes noires de faire ce combat pour que les autres puissent également les aider, de faire encore plus, du moins ce combat, puisqu'il est déjà commencé. Et je demande aux femmes noires, bien sûr, les situations ne sont pas les mêmes. Celles qui sont en Afrique, ça doit prendre conscience des risques. Quand elles voyagent aventure dans des pays, elles sont malmenées. Il faut faire attention à ce genre de choses. Il faut avoir une formation. Celles qui sont en Europe ou en Amérique du Nord, il y a déjà un autre climat au sens polysémique. Il faudrait mettre en place de façon sérieuse, je pense au niveau du Canada, dans chaque province, il faudra qu'on fasse des mots et qu'après, par exemple, qu'il y ait un colloque, une occasion que les gens puissent se retrouver et, sur le plan national, avec vraiment une séance de réflexion, comme dans un laboratoire. Donc, je demande à Noir d'être comme Antigone. Antigone, cette jeune héroïne déterminée, qui avait la conviction de défendre des valeurs, mais de ne pas être une Antigone butée, qui a déstabilisé le système royal de son oncle Créon. Si vous avez lu Antigone, c'était une héroïne magnifique. Il faut avoir cette flamme, ne pas avoir la flamme comme Phèdre de Racine, avoir le bon sens, comme la lecture au service de la vie. Je demande simplement aux femmes noires d'être une belle représentation des femmes noires et par essence de toutes les femmes du monde. Je vous remercie. S'il y a des questions, maintenant, je vais répondre aux questions. On peut aller à la diapo suivante. Je vous remercie d'avoir participé à cette conférence et s'il y a des questions, des commentaires, je n'arrive pas bien. Il faut vraiment base de données avec suivi des cas. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est ce que je lis. Hein. Je pense que Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut qu'il y ait des bases de données, des travaux. Moi, je commence à réfléchir sur la manière efficace parce que il faut qu'il y ait de l'efficacité. Merci. Merci pour vos commentaires. Merci encore une fois à l'ACFO, à Madame Youssef, Monsieur Fossi, le président de l'ACFO-DP. Merci à Monsieur François et à tous les participants, à toutes les participants. On commence par les femmes.
Voilà, et j'espère que ce moment nous permettra de bâtir des projets qui seront favorables et constructifs pour tous, pour un Canada uni et pour une humanité qui sera belle. Merci.